Au sommaire de cette édition, la Tunisie a adopté ce lundi une stratégie nationale de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Présidentielle du 1er décembre en Gambie, ce lundi marque l'ouverture du dépôt des dossiers de candidature. Et puis l'Inde a été accusée par le Pakistan d'avoir tué 3 personnes et blessé 4 autres dans des tirs transfrontaliers. Voilà pour le sommaire. Bonjour à tous et bienvenue. On démarre cette édition par le Maroc qui accueille depuis hier la conférence climatique de l'ONU qui s'est ouverte à Marrakech. Cette rencontre devrait permettre de concrétiser les engagements pris par la communauté internationale à Paris afin de lutter contre le réchauffement planétaire. Il sera surtout question pour les participants de s'accorder sur l'application de l'accord de Paris sur le climat adopté un an plus tôt au sommet de la COP 21. Voici les images. Au premier jour de l'ouverture de cette conférence annuelle de l'ONU sur le climat, conférence devant consacrer l'effectivité de la mise en application de l'accord de Paris, on dénombre environ 15 000 participants. Sur les 50 pays les plus meurtris par le réchauffement climatique, 36 se situent en Afrique subsaharienne. D'ici 2050, la population sur ce continent va doubler et atteindre plus de 2 milliards d'habitants. Une course contre la montre est désormais engagée. Des invités qui pourraient avoir l'esprit outre-Atlantique où se joue la présidentielle américaine. Alors que le candidat républicain Donald Trump a déjà assuré qu'il attaquerait l'accord s'il était élu, la responsable climat de l'ONU, Patricia Espinosa, se déclare plutôt très fair-play, disposée à travailler avec le ou la future présidente des États-Unis. Sur l'essentiel à la COP22 de Marrakech, les négociateurs présents devront encore commencer à s'accorder sur toute une liste de procédures qui feront au final de la COP21 de Paris un véritable succès. Selon la négociatrice française Laurence Toubiana, la première tâche à exécuter sera d'achever les règles de ce pacte complexe qui inclut un objectif collectif, à savoir ne pas dépasser plus de 2 degrés Celsius de réchauffement. Une mesure dont l'observance pourra induire des résultats probants. En Tunisie, 2 jours après une nouvelle attaque revendiquée par le groupe extrémiste État islamique, le Conseil de sécurité nationale que préside le chef de l'État, Béji Caïd Essebsi, a adopté ce lundi une stratégie de lutte contre l'extrémisme et le terrorisme. Sans fournir davantage de précisions, la présidence de la République a indiqué dans un communiqué que cette stratégie nationale s'articule autour de 4 axes que sont la prévention, la protection, les poursuites judiciaire et la riposte. Le texte mentionne que la stratégie a fait l'objet de consultations avec la société civile durant sa phase d'élaboration. Avant son adoption, elle a été examinée par les membres du Conseil de sécurité, parmi lesquels plusieurs ministres et de hauts cadres sécuritaires. Le chef du gouvernement, Youssef Chahed, était également présent. En visite ce lundi à Abidjan en Côte d'Ivoire, le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra s'est voulu rassurant sur la sécurité et ce pour attirer les donateurs et bailleurs de fonds dans son pays. Le président centrafricain Faustin-Archange Touadéra a été accueilli par son homologue ivoirien Alassane Ouattara à son arrivée à Abidjan ce lundi. Sans vouloir donner d'indications chiffrées, Faustin-Archange Touadéra devait rencontrer dans l'après-midi les dirigeants de la Banque africaine de développement pour leur présenter un programme intégré d'appel de fonds qui concerne tous les aspects du plan de sortie de crise et qui sera présenté aux partenaires. La crise que la centrafricaine a connue et qu'on a voulu transformer en une crise confessionnelle est d'abord un problème de sous-développement. Et donc avec disons l'apport de certains partenaires, ça pourrait nous aider à régler disons ce problème, à aider aussi au relèvement du peuple centrafricain. Faustin-Archange Touadéra a confié que le président Alassane Ouattara avait donné son accord pour que des militaires centrafricains intègrent les académies ivoiriennes. La République centrafricaine sort d'une crise sérieuse. Nous suivons l'actualité. Nous-mêmes, nous avons connu
une crise pendant de nombreuses années. Et donc ce sera l'occasion d'échanger notre expérience avec vous et vous dire comment, par étapes, nous avons pu surmonter cette situation post-crise pour que la Côte d'Ivoire connaisse enfin la paix. Après le départ de la force française Sangaris, entériné officiellement le 31 octobre, Faustin Archange Touadéra a rappelé que la France restait militairement présente avec 200 à 350 hommes, une unité technique de drone déployée d'ici janvier et des formations militaires pour une armée nationale quasi inexistante. J'en parlais en titre. En Gambie, le dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 1er décembre prochain a démarré ce lundi, mais c'est connu d'avance. Il s'agit d'un scrutin qui ne va pas enregistrer un grand nombre de candidats. En effet, 7 partis d'opposition ont désigné le 31 octobre dernier comme candidat unique Adama Barrow. La seule femme en lice a également annoncé son retrait de la course au profit du candidat unique de l'opposition. Les détails. Ce lundi marque l'ouverture du dépôt des dossiers de candidature à l'élection présidentielle du 1er décembre prochain en Gambie. La liste s'ouvre officiellement 10 jours avant le début de la campagne électorale prévue pour le 16 novembre prochain. D'ores et déjà, ce scrutin ne risque pas d'enregistrer un grand nombre de candidats et pour cause, 7 principaux partis d'opposition qui ont décidé de participer en bloc à cette élection se sont réunis le 31 octobre dernier derrière la candidature unique d'Adama Barrow. L'homme de 51 ans, membre de la direction du Parti démocrate unifié UDP, principale formation de l'opposition, sera le principal challenger du président sortant Yahya Jammeh. La première femme candidate à l'élection présidentielle de l'histoire de la Gambie a également annoncé samedi son retrait de la course. Issatou Touré, qui se présentait comme candidate indépendante, a affirmé qu'elle apportera son soutien indéfectible et sa coopération à la coalition de l'opposition pour le scrutin du 1er décembre. La Gambie est dirigée depuis 22 ans d'une main de fer par le président Yahya Jammeh, qui brigue un 5e mandat. La semaine dernière, Human Rights Watch a estimé qu'il n'y avait aucun espoir que l'élection présidentielle en Gambie soit libre et honnête. Ceci en raison des manœuvres d'intimidation contre les partis d'opposition, de la répression contre les médias et de l'utilisation à des fins politiques des forces de sécurité. Ce journal se poursuit. En Afrique du Sud, Julius Malema, le chef de l'opposition radicale de gauche, a une nouvelle fois appelé ce lundi ses partisans à s'approprier les terres du pays. Et ce, après une brève comparution devant la justice pour des propos similaires. Julius Malema, qui déplore l'échec de la politique de redistribution du gouvernement depuis la fin de l'apartheid, a brièvement comparu ce lundi matin devant un tribunal pour avoir incité en juin dernier la population à s'emparer des terrains agricoles inexploités dans le pays. Julius Malema doit comparaître lundi prochain devant un autre tribunal, celui de Bloemfontein, pour les mêmes charges en référence à un autre discours prononcé en décembre 2014. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, le gouvernement a empêché le meeting populaire organisé par l'UDPS ce samedi à Kinshasa. Ce rassemblement avait pour objectif de maintenir la pression sur le président Joseph Kabila face à sa volonté de s'accrocher au pouvoir au-delà de la date du 19 décembre telle que prévue par la Constitution. La population condamne cet acte posé par les autorités congolaises car la liberté de manifestation est garantie par la Constitution. Pour les Congolais, les autorités devraient à la place encadrer la manifestation. On les suit. Il y a le faux fuyant dans la responsabilité du gouvernement, en dépit du fait qu'il revient au gouvernement de mettre les moyens de sécurité et d'encadrement de ceux qui font la meeting. Lorsque ces derniers qui tiennent leur meeting vont en-delà ou au-delà de leurs droits, on ne peut en aucun cas chercher à les empêcher et surtout on doit chercher à ce qu'ils tiennent leur meeting conformément aux obligations qui leur sont reconnues et les prérogatives qui leur sont reconnues au niveau de la Constitution. Ils ne peuvent pas aller outre mesure pour énerver le gouvernement, mais au gouvernement c'est de leur encadrer, de laisser les gens faire leur meeting afin de revendiquer ce qui est de leur droit. Bon, je suis un avis contraire avec le gouvernement parce que bon, les meetings ou tout ce qui se passe, c'est prévu par la Constitution. Voyez, c'est vraiment ils sont allés à la contre de la Constitution.
Pour tenir un meeting, normalement, on doit informer l'autorité du tutelle, mais on ne doit pas demander l'autorisation. Je pense que les renseignements, ils ont peut-être informé le gouvernement. Vous voyez, nous sommes en démocratie, mais ce qu'ils ont fait en tout cas, ils sont vraiment allés à l'encontre de la Constitution. Nous ne pouvons que condamner cela. Dans la Constitution, il est prévu que s'il y a une manifestation, l'autorité doit être informée seulement. On doit toujours l'informer. On ne peut pas attendre son avis. Qu'il donne un avis contraire, mais il est toujours informé. Mais on a toujours regretté qu'on n'a pas eu ce qu'on attendait du 5 novembre. Donc tout le monde s'attendait à un meeting. Qu'est-ce que peut-être le président du rassemblement pouvait quand même s'exprimer devant la population. En Somalie, au moins 25 soldats ont été tués et 30 blessés ce dimanche dans de nouveaux combats dans la ville de Galkao entre forces de deux régions autoproclamées semi-autonomes du nord du pays. Les deux camps se rejettent la responsabilité des combats qui ont marqué l'échec d'un accord de paix signé quelques jours plus tôt à Dubaï entre les dirigeants du Galmudug et du Puntland. La ville de Galkao a été récemment le théâtre de combats sporadiques, mais ceux de dimanche sont les plus meurtriers de ces dernières semaines. Des habitants et un chef coutumier assurent pour leur part que le bilan des combats est plus lourd que celui avancé par des responsables militaires. Reconnus coupables d'attaques au couteau, 3 Palestiniens mineurs écopent chacun de 10 ans de prison. Le verdict a été communiqué ce lundi par la justice israélienne. L'attaque est enregistrée comme l'une des plus marquantes dans la vague de violence en cours depuis l'automne 2015. Cette agression est l'une de celles à avoir le plus retenu l'attention parmi les centaines commises depuis plus d'1 an par des Palestiniens souvent jeunes et armés d'un couteau. La cible est constituée des Israéliens à Jérusalem, en Cisjordanie occupée et en Israël. Ahmed Manasra, alors âgé de 13 ans, et son cousin Hassan, 15 ans, avaient poignardé 2 jeunes juifs à Jérusalem-Est. Alors qu'un tribunal israélien de Jérusalem a condamné à 12 années de prison Ahmed Manasra, aujourd'hui âgé de 14 ans, reconnu coupable d'avoir blessé 2 jeunes juifs à l'arme blanche le 12 octobre 2015, des mécontents s'insurgent et protestent. Les enfants dans les écoles ont écrit, avec l'implication du ministère de l'Éducation, des centaines de milliers de lettres et messages adressés à M. Ban Ki-moon, l'invitant à agir de manière réelle et efficace et à procurer une protection aux enfants de Palestine qui sont violés par Israël par le biais de la détention et de la torture. Nous sommes venus ici au siège de l'ONU pour transmettre notre message à tous les responsables et demander la libération de l'enfant Ahmed Manasra et de tous les enfants emprisonnés dans les prisons israéliennes. Ahmed Manasra a été condamné à payer $26,000 et $21,000 à ses victimes respectives. Le tribunal siégeait à huis clos compte tenu de l'âge de l'accusé. Pour finir, le Pakistan a accusé l'Inde d'avoir tué 3 personnes et blessé 4 autres dans des tirs transfrontaliers. C'était lundi dans une période de tension accrue entre les rivaux nucléaires armés. Les incidents se sont produits près de la frontière séparant le Cachemire tenu par les Indiens du secteur pakistanais du territoire. En outre, 6 personnes, dont 2 femmes, ont été blessées dans des tirs transfrontaliers dans le secteur de Madhapur. 25 maisons et 3 véhicules ont également été endommagés. D'après des fonctionnaires du secteur de Nakial, des milliers de personnes ont fui leur maison en raison des tirs. Plus de 70 écoles ont également été fermées dans les secteurs de Nakial et de Koi, ont indiqué les autorités. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi.